Je suis un fils de migrant. Je suis aujourd'hui suisse, naturalisé. J'ai mon passeport suisse, rouge à croix blanche. Je suis plutôt assez fier d'être suisse, c'est assez étonnant. En tout cas, je revendique ma suissitude. J'oublie pas que mon pays d'accueil aujourd'hui est un pays qui a inventé la Croix-Rouge, qui a inventé le droit humanitaire, qui est dépositaire des conventions de Genève, qui a une tradition d'accueil. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, mon pays me fait mal. Que je suis arrivé en Suisse dans des conditions très difficiles. Mes parents sont arrivés dans les années 60 dans une politique ségrégationniste où en fait on autorisait à des personnes à venir travailler en Suisse dans les années 60, ça s'appelait les saisonniers, c'est-à-dire c'était des bras qu'on allait chercher dans le sud de l'Europe, mais on leur interdisait de venir avec leurs enfants parce qu'on voulait, oui, des bras, mais pas les ennuis, et les ennuis c'était les enfants. Donc voilà, j'oublie pas d'où je viens, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à travers ces films, à travers des histoires de gens dans le fond simple, j'essaye, dans les statistiques qu'on nous soumet, et surtout la Suisse comme le reste de l'Europe qui vit sous la coupe d'une droite, extrême droite, nationaliste, populiste, qui va stigmatiser le migrant, qui va criminaliser la migration, j'essaye dans mes films, comme je peux, et on en discutait tout à l'heure avec Jean-Pierre Tabin, c'est clair que mon film ne donne pas des éléments très concrets, mais j'essaye simplement dans mes films de replacer l'être humain au cœur de la problématique. J'essaye de dire, n'oubliez pas que dans quelles que soient les politiques de migration, dans les lois que l'on... Parce qu'aujourd'hui, la forteresse Europe, c'est avant tout une forteresse de lois, dans le fond, dans la manière dont aujourd'hui on criminalise le migrant, n'oubliez pas, et c'est ce qu'on voit dans les films, ce sont avant tout des êtres humains, des enfants, des femmes, des hommes qui souffrent d'une situation qui est pour moi totalement injuste. Et quand je dis injuste, je pense très fortement à Mandela, qui au sortir de l'apartheid faisait face à une pauvreté terrible dans les townships, ces populations d'ouvriers qu'on avait maintenues dans une misère, et il avait dit, et pour moi c'est quelque chose qui est très important et qui résonne en moi, en tout cas dans ce film, il disait, combattre la pauvreté n'est pas faire acte de charité, c'est faire acte de justice. Voilà, donc c'est pour moi ce que je trouve très concrètement dans ce qu'on voit dans mon film, il y a de l'injustice. À Paris, on a, là où je me suis reconnue au niveau du dispositif, puisque je ne fais que représenter le dispositif, c'est ce système de tri auquel on est contraint dans un dispositif qui est complètement saturé, avec des nouvelles problématiques, des publics qui sont différents, qui ont justement, qui sont dans des situations de détresse vraiment à des niveaux différents. C'est-à-dire que l'humain, je partage vraiment ce que vient de dire... ce qui vient d'être dit, c'est qu'on est dans quelque chose qui nous dépasse tellement tous aussi, humainement, qu'on essaye de retrouver du sens dans ce tri inhumain, en fait. Ce qui m'a vraiment marqué dans le film, et nous, on l'a connu à Paris, parce qu'on a une structure qui a été gérée comme ça, qui s'appelle la boulangerie, avec des rendez-vous qui étaient donnés un peu partout sur le territoire parisien, et avec justement un tri qui se faisait un peu au visage, en fonction de... Alors c'était des groupes de personnes, souvent des migrants aussi, justement, qui étaient là pour des demandes d'asile ou autres problématiques de parcours, qui atterrissaient sur Paris, et pour lesquelles on choisissait un peu au faciès. Donc on a connu ce qui est montré dans l'abri comme étant une grande difficulté aussi bien pour les équipes, avec la temporalité aussi très restreinte, où on le voit bien dans le film, où il y a ce côté choisissons vite, le plus vite possible pour ne pas se confronter, pour éviter que ça monte, qu'il y ait de la violence, et qui quelque part, nous, en tout cas, nous a beaucoup rappelé la manière dont a été géré ce droit d'entrer en plus dans une structure qui finalement n'est pas forcément humaine. On voit bien que c'est très précaire, l'accueil est très précaire, on voit des gens dans le film qui dorment à même le sol dans une pièce, on voit toutes les difficultés aussi qui sont liées au collectif, avec ces situations de personnes, on voit à un moment donné
des personnes où il y a des problématiques d'odeur dans la chambre, enfin, et tout ça, nous on le connaît très bien, c'est-à-dire que dans ce qu'on gère au quotidien, on est dans ces contradictions permanentes entre notre éthique professionnelle, notre éthique de conviction, vraiment, avec ce côté humain où on est aussi, et où on représente quelque chose, puisque le salut social, c'est un dispositif d'État. Donc avec qu'est-ce qu'on représente et qu'est-ce qu'on fait finalement demain pour nous, à notre hauteur, hein, avec nos petits bras, avec là-dessus avec des équipes qui au quotidien se prennent aussi une violence, que ce soit au téléphone ou en situation de rue, une violence qui est de l'ordre de l'incompréhension parce que le constat est réel. On a des publics qu'on connaît de moins en moins bien, puisque finalement on traite de la masse et non plus de l'individuel. Et recentrer le dispositif autour de la personne, c'est un combat quotidien. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans le film aussi, c'est de rendre compte de cette inhumanité dans une action qui se veut humaine à la base. Et avec des humains. Voilà, et avec des êtres humains, mais des deux côtés en fait, parce qu'on voit bien que les sûr. équipes, et nous on l'a au quotidien, hein, vraiment des équipes qui se donnent à fond, qui essayent de faire au mieux, et pour le coup avec en retour un peu de bâton comme ça, un sentiment de participer à quelque chose pour lequel ils n'avaient pas signé à la base. Donc il y a vraiment il y a ce contradictoire permanent et qu'on voit bien, enfin moi ce que je trouvais intéressant, on le voit bien dans le film parce que on voit bien même le responsable de structure, hein, on peut l'appeler comme ça, enfin la personne qui gère le centre, qui fait de l'humour, qui peut paraître brutal dans sa façon de dire les choses. Mais bon, moi qui m'a fait beaucoup sourire, personnellement, parce que finalement, il applique des consignes comme beaucoup de gens dans le secteur, hein, puisque là, c'est pas que le SAMU, mais c'est aussi beaucoup de gens dans le secteur, qui appliquent des consignes qui finalement, au bout d'un moment, on en cherche le sens. Donc voilà, je trouvais que le film, et on parle très très peu, et je tiens à le dire là, parce que vraiment, moi ça m'a beaucoup plu aussi bien le titre, l'abri, que ce que représente l'abri, c'est-à-dire que on parle très très peu de ces structures d'urgence qui sont vraiment indispensables aussi au bon fonctionnement, où on prend en charge sans poser de questions, sans demander si la personne a du projet, si elle peut... Enfin voilà, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu dans le film, qui est vraiment de cette dimension-là humaine, où on voit bien, ça rend bien compte de toutes les difficultés que nous, professionnels aussi, on rencontre. Voilà. Il n'y a que des étrangers dans cet abri, ça veut dire qu'il n'y a pas de Suisse pauvre. Le droit des étrangers en Suisse est tout à fait... Et le droit de la nationalité est très différent en Suisse de ce qu'il est en France, puisqu'il est extrêmement difficile de devenir suisse, il ne suffit pas d'être mis sur le territoire, il faut de toute façon passer un examen de nationalité dans lesquels on vous pose tout un tas de questions, quelle est la montagne la plus haute de Suisse, le lac le plus profond, des choses extrêmement intéressantes, quelle est la recette de la fondue, etc. Et donc nous avons une proportion d'étrangers qui est tout à fait importante en Suisse parce que nous produisons des étrangers par notre code de la nationalité. Plus le code de la nationalité est restrictif, plus on a d'étrangers, et la Suisse est un magnifique exemple de cette production-là. Ce qu'on voit dans ce film, il faut bien le ramener à une ville toute petite, qu'est Lausanne. C'est 200 000 habitants, si on compte large, très large. La ville même de Lausanne, la commune de Lausanne, c'est 150 000 habitants, c'est tout petit. Et il faut le rapporter à des politiques qui sont des politiques mises en place, des politiques sociales qui sont mises en place pour soutenir les nationaux et pour nettement moins soutenir les non-nationaux. Et je dirais nettement moins, voire pour faire, c'est le titre du livre que nous avons écrit avec René Cluzel et Claire Sermet, faire des politiques de lutte contre les pauvres et non pas des politiques de lutte contre la pauvreté. Toutes les politiques qui sont montrées par Fernand Melgar dans son film, sont des politiques délibérées de pénurie. On fait exprès au plan politique de rendre l'accès au logement difficile, pas assez nombreux, de rendre l'accès pour les gens qui doivent à Lausanne aussi bien se fournir en termes de
trouver à la soupe populaire à se nourrir, trouver un abri où dormir, ou aller faire leur lessive dans un point d'eau, eh bien, c'est un travail à plein temps. Parce que les lieux sont dispersés, parce que les horaires sont dispersés, parce que les conditions d'accès sont dispersées. Et ce qu'on voit dans l'abri, qui est un des 3 lieux qui existent à Lausanne, il n'y en a que 3, on a une petite ville, 3 lieux gérés par des instances différentes, qui les 3 souffrent de la même chose que l'on voit ici, c'est-à-dire qu'il y a trop de gens par rapport aux places disponibles. Dans ces 3 lieux, on est dans des conséquences de politique de pénurie, où les gens font ce qu'ils peuvent dans un contexte où il n'y a pas assez de place, où on engage, comme vous l'avez vu dans l'abri, qui est un abri de protection civile, on pourrait parler de ce qu'est la protection civile, c'est le fantasme suisse qu'il faudrait mettre en cas de guerre atomique pendant environ 1 million d'années, tous les Suisses sous terre, pour qu'ils puissent ensuite ressurgir plus beau qu'avant. Il y a tout un fantasme quand même dans ces abris PC. Et il y a une volonté dans l'abri d'engager des gens qui n'ont pas de formation dans le domaine social, qui sont des gens qui cherchent du job, qui ont besoin de job et qui font du job le mieux qu'ils peuvent, dans des moyens extrêmement limités, saisonniers, une politique du thermomètre, comme on la connaît ailleurs, et dans un contexte, et ça c'est intéressant quand même de bien avoir ça en tête, dans un contexte où la mendicité en Suisse est une activité soit interdite, soit fortement limitée. La ville de Lausanne, au moment où se passe le film, a voté une loi qui dit grosso modo, je résume, il est interdit de mendier debout, il est interdit de mendier de manière active, il est interdit de mendier à moins de 5 mètres. 5 mètres. Donc là, c'est pas la politique du thermomètre, c'est la politique du centimètre. À moins de 5 mètres d'un distributeur d'argent, d'une entrée de grand magasin. Il est interdit d'un parcomètre, tous les lieux où on met de l'argent. Il est interdit de mendier les jours de marché. Et on peut amender les mendiants qui font ça, on peut les amender quand ils dorment dehors, on peut les amender, on les voit dormir dans leur voiture, eh bien on peut les amender, et on les amende. C'est pas seulement qu'on peut, ce sont des politiques dissuasives qu'on connaît dans plusieurs villes de Suisse, qu'on connaît en Autriche, qu'on connaît en Belgique, qu'on connaît en France, qu'on connaît en Allemagne, qu'on connaît en Hongrie, et qui sont des politiques dissuasives par rapport aux étrangers. Partez, c'est le message qui est donné par ces politiques. C'est pour ça que nous avons nommé notre livre « Lutter contre les pauvres », parce que c'est bien ça l'idée qu'il y a derrière ces politiques. Je vous avais dit que c'était à vous, c'est le moment, si vous voulez. Alors moi c'est le lieu qui me... puisque c'est le titre de votre film, ça s'appelle l'abri, vous l'avez suggéré, c'est un abri anti-atomique qui était au départ pas c'est pas une structure faite pour les besoins des sans-abri. Est-ce qu'il y a en Suisse des lieux adéquats, construits pour les sans-abri? C'est extrêmement intéressant où en Suisse, c'est vrai qu'on a évoqué la politique du réduit, comme on l'a appelé, qui est vraiment une grande idée qui avait germé pendant la Seconde Guerre mondiale. On allait toute la population, en tout cas masculine, parce qu'il y avait une politique, c'est très étonnant de savoir qu'en Suisse, un des plans de résistance était de fabriquer des abris pour les hommes à l'intérieur des montagnes et de laisser les femmes et les enfants comme première vague d'arrêt face aux gens qui allaient arriver. C'est vrai, hein, je ne plaisante pas. Non, il se trouve que par exemple aujourd'hui, si on part dans le domaine de l'asile, des requérants d'asile, on va trouver des abris dans un pays aussi riche que la Suisse, hein, qui est quand même... on va les enterrer. On va les mettre dans des abris de la protection civile qui sont sous terre et on va les cacher. Voilà. C'est quelque chose qu'on va...
il y a cette idée-là où on ne va surtout pas, il y a vraiment ce qu'a dit Jean-Pierre Thévenin, on va dissuader les personnes de rester dans ce pays. On va clairement leur donner un signal de dire vous n'êtes pas les bienvenus. Il est quand même incroyable que dans un pays, et là on n'est plus dans le même domaine, ce que vous avez vu ici, ce sont des migrants économiques. Au début, c'est clairement défini, on vient tenter notre chance en Suisse, ils ne viennent pas pour dormir à l'abri, ils viennent pour trouver du travail, comme mes parents sont venus chercher du travail, mais il est incroyable en Suisse qu'aujourd'hui, des personnes qui fuient des pays comme l'Érythrée, comme la Syrie, on va les mettre dans des conditions où, et imaginez-vous ce qu'ont vécu des Érythréens, ce qu'ont vécu des Syriens, vont manifester pour dire on commence à regretter d'avoir quitté notre pays. Donc, très clairement en Suisse, il y a une politique de dissuasion. On le voit par exemple à travers ce qu'on appelle la loi sur l'asile, des étrangers, qui est une des lois qui a été le plus révisée. En Suisse, on est dans une démocratie directe où continuellement, en tout cas 4 fois par année, on va proposer au peuple des nouvelles propositions, d'agencement de loi, de nouvelles propositions dans la Constitution. La loi sur l'asile a été la loi qui a été la plus révisée. Et aujourd'hui, on se rend compte d'un pays, la Suisse, qui est dépositaire des conventions de Genève qui définissent normalement le droit humanitaire international. Aujourd'hui, la loi sur l'asile est devenue, à travers ses complications, à travers ses amenuisements, est devenue une loi qui dit plutôt comment se débarrasser de personnes venues chercher de la protection, plutôt de, si je me fais l'avocat du diable, mais j'en suis pas loin, de plutôt comment accueillir ces personnes qui recherchent une protection. Donc de la même manière, on va, à travers l'abri, à travers ce qu'on leur offre comme prestation, leur dire, et c'est ce que dit à un moment Lamine, l'ami d'Amadou va dire, c'est bon, la coupe est pleine. Elle dit, j'ai compris le message, et il le dit très clairement, il le dit, on nous met de côté, on nous met des bâtons dans les roues, cette administration va faire que on ne va pas nous simplifier la vie dans ce pays, mais on va simplement nous dire. Et la Suisse, mais je serais tenté de dire l'Europe en fait, parce que mon film parle de la Suisse, l'abri parle de Lausanne, mais pensons à Lampedusa, pensons à cette humanité à la dérive qui vient s'échouer sur nos rivages. On leur dit, tant qu'on a besoin de vous, vous êtes les bienvenus. Tant qu'on a besoin de vous, tant qu'on a besoin de Polonais qui devaient travailler dans les mines dans les années 50, tant qu'on a eu besoin d'Algériens qui venaient balayer nos rues, tant qu'on a eu besoin d'Italiens, d'Espagnols qui sont venus construire des routes, soyez les bienvenus. Mais aujourd'hui, et c'est une des politiques suisses très symptomatiques de l'après-guerre des 30 Glorieuses, mes parents étaient des saisonniers, et le statut de saisonnier était très intelligent et très simple. On faisait venir des personnes avec des contrats durée limitée tant qu'il y avait du travail, et quand il n'y avait plus de travail, qu'est-ce qu'on faisait? On exportait ce chômage. C'est-à-dire qu'on demandait à ces gens de rester chez eux parce qu'on n'avait plus besoin d'eux. Donc c'était tout bénéfice dans la question de la main-d'œuvre. Donc, pour répondre à votre question, non, il n'y a pas, concrètement, pour des personnes dans cette situation-là, alors je ne sais pas si tu veux compléter. D'abord pour dire que la situation d'ouverture des abris PC pour toute une série de populations est suffisamment exceptionnelle pour que le magazine Géo m'ait appelé par rapport à la situation suisse pour se dire est-ce que c'est vrai que vous ouvrez des abris de cette sorte-là? Je leur avais conseillé de voir ton film d'ailleurs. Si on regarde les 3 lieux ouverts à Lausanne, il y en a un qui est ouvert près des abattoirs, dans une zone qui est une zone traditionnelle où il y avait les abattoirs, ils ne sont plus là, mais on appelle toujours cette zone des abattoirs, c'est une zone où il n'y a rien. Le deuxième, on a réhabilité une vieille maison pour faire un des lieux qui s'appelle le Sleep-In. L'autre lieu qui est tenu par l'armée du salut, il est dans un quartier qui est un autre quartier de vérité, un quartier où il y a la zone où vont les alcooliques de l'armée du salut depuis des décennies. Et puis le troisième, il est, et ça on ne le voit peut-être pas de manière très claire pour ceux qui n'ont pas la géographie de Lausanne, il est à l'écart du centre-ville, dans un abri PC, et il est ouvert de manière saisonnière. Comme on le voit, les 2 autres lieux étant ouverts à la mairie, au contraire de ce lieu-là, mais
on est toujours dans des lieux périphériques par rapport au centre-ville. L'idée, c'est que la pauvreté ne soit pas dans le centre des villes. Politique qu'on retrouve ailleurs, évidemment, en Europe. Rien de très original par rapport à ça. Pour Paris, alors, comment... par exemple, cette histoire de 115 de téléphone, est-ce que justement c'est pour éviter le contact, que le téléphone il sonne, on répond pas, c'est moins difficile que de dire bah non, il n'y a plus de place, quoi. Non. On aime à dire dans le secteur parisien, voire national, que le 115 ne répond pas, parce que le 115 finalement c'est un bon réceptacle des souffrances de tout le monde, hein, et de ce dont on ne veut pas nulle part. Donc finalement, dire qu'on ne répond pas, bien sûr c'est une réalité, il y a une partie réelle qui est liée à des effectifs, à un volume qui augmente, etc. Et avec aussi des missions hein, qui sont celles d'informer, d'orienter, et qui sont des missions importantes, c'est-à-dire que d'informer des personnes qui arrivent sur un territoire, quel qu'il soit, de leurs droits, de où est-ce qu'ils peuvent aller se doucher, manger, voilà, trouver des lieux justement où on ne va pas les stigmatiser non plus. Ce qui a été intéressant dans l'expérience qu'on a eue avec la boulangerie, avec ce fameux centre dont je vous parlais, c'est que le fait, il y avait des réalités hein, sur ce centre-là, sur ces lieux-là, qui créaient de la tension, comme on le voit dans le film, avec l'abri, une forte tension, avec on ne sait pas à quel moment ça va éclater. Donc pour le coup cette idée, enfin, là où la régulation à distance, on va dire, des places et de à qui on attribue et comment on l'attribue, parce que est-ce qu'on donne les mêmes chances objectivement à quelqu'un d'obtenir une place? Alors moi j'en suis la représentante, donc je le défendrai avec beaucoup d'humilité aussi, puisque la question c'est de dire quels sont les critères sur lesquels on peut attribuer une place objectivement. C'est-à-dire sans avoir justement, alors le face-à-face à ses intérêts, moi je ne suis pas là pour opposer qui fait mieux son travail, est-ce qu'un travailleur social en face-à-face va faire mieux que quelqu'un au téléphone, c'est pas des débats qui, pour moi, voilà, je ne rentrerai pas là-dedans, ou sur pourquoi le 115 ne répond pas, parce qu'effectivement il y a des moyens derrière, et il y a toutes les questions aussi de choix hein, qui sont faites, mais en tout cas sur la démarche d'avoir des critères, hein, puisqu'il s'agit de ça, de vulnérabilité pour attribuer une place de la même manière, quel que soit son statut, quel que soit son parcours, dans une logique justement de mise à l'abri, puisque c'est une logique qui est très importante, qui reste cette évaluation à l'instant T qui se fait en fonction de l'état de la personne. Donc pour le coup, on est sur un dispositif qui, mine de rien, en tout cas on le voit sur cette question de la boulangerie, a très concrètement désamorcé des conflits qui avaient lieu sur place. Puisque, après le film le montre bien, hein, ce choix où on voit l'équilibre des ethnies hein, ou des communautés en disant bah tiens, là on a pris trop de Roms, donc on va plutôt prendre des Africains. Enfin, on voit que pour les équipes c'est quelque chose de très difficile à faire, d'évaluer justement comme ça sur quelque chose de totalement arbitraire aussi. Pour le coup, on a quand même avec le 115 cette dimension de prise de recul qui permet d'échanger dans les faits. Hein. On échange, on va questionner, on va partager le diagnostic qu'on va faire. On va aller en parler à un collègue et dire tiens, voilà, est-ce que cette place elle est adaptée? Et ce qui est très compliqué parce qu'aujourd'hui, c'est pas tant comment est-ce qu'on traite la question. Aujourd'hui, c'est on fait un tri dans quelque chose qui est sur des situations où toutes les situations sont de plus en plus dramatiques. C'est-à-dire qu'on a du handicap, on a de la psychiatrie, on a des problématiques, mais vraiment de parcours avec vraiment des parcours traumatiques hein, pour les personnes qui ont fait un peu le tour de la planète et qui débarquent sur Paris en disant chouette, je vais pouvoir au moins me mettre au chaud, et finalement on voit bien que c'est pas le cas, et on voit bien, vous parliez avant de tout ce qui était en Suisse, comment est-ce qu'on construisait quelque part la non-accessibilité à un droit, finalement, c'est contourné. On va le contourner autrement, c'est-à-dire qu'on va dire, tiens, il faut que vous ayez un projet de vie, il faut que vous ayez, pour accéder à une structure, il faut que vous ayez
ce droit, enfin cette volonté en tout cas manifeste, hein, il faut le montrer un petit peu à l'entrée, manifeste de vouloir vous en sortir. Donc il y a quelque chose derrière qui est vraiment questionnant. Hein, je crois que encore une fois, la question, elle doit se poser aussi de manière collective et européenne, hein, parce que ça pose vraiment la question de comment est-ce qu'on accueille, puisqu'en France, on a quand même cette dimension. Alors je citerai juste cette association-là, France Terre d'Asile, hein, on est là-dedans, on est dans cet accueil, en tout cas dans cette volonté d'accueillir, mais comment on accueille ? Pour qui et comment? Et aujourd'hui, ça se pose vraiment, puisqu'on a des situations qui sont de plus en plus difficiles et pour lesquelles le 115 reste une des réponses, mais parmi tant d'autres. Et je crois que le décloisonnement, enfin quand on arrive à sortir justement de ces discussions qui sont j'essaye moi d'appeler le 115 ne répond pas, pourquoi, et pourquoi j'ai pas de place, et un tel a eu droit à une place, je crois qu'on peut réfléchir collectivement à comment améliorer le dispositif, mais en trouvant non pas des oppositions, mais des terrains d'entente sur cette dimension humaine. Par exemple, vous disiez qu'à Lausanne, et c'est dit dans le film, que c'est une politique de pénurie, c'est-à-dire que le lieu a 100 places et en fait on n'ouvre que 50 lits. À Paris, je veux dire, ça ne fonctionne pas comme ça. Non, à Paris, on va avoir tout un dispositif, alors en hiver avec plus de places, qui ouvre avec une... À Paris, on ne va pas être sur autant la régulation par les plages, justement, mais on va être plutôt sur des questions de êtes-vous accompagné ou pas. D'emblée, quand vous arrivez, quel est votre potentiel finalement d'intégration, d'acceptation de vie en collectivité, finalement on crée comme ça un peu est-ce que la structure est adaptée à votre problématique et non pas est-ce que enfin c'est plutôt on demande à l'usager, à la personne de s'adapter à la structure et pas l'inverse, alors qu'il faudrait que la structure soit inconditionnelle, c'est-à-dire que vous venez et puis on commence le travail à partir du moment où vous êtes là, pas au préalable, ça peut pas être un préalable à l'accès en fait. Donc là-dessus on n'est pas forcément sur la question et on le voit bien dans le film L'Abri, hein, il y a une question du nombre de places avec la capacité réelle, là où à Paris on est plutôt, alors je dis Paris, hein, c'est qu'un exemple, hein, mais où on est sur des conditions et des parcours d'hébergement justement où on va avoir des personnes qui vont faire un peu le tour de toutes les structures avant de pouvoir finalement avoir une proposition adaptée à leur problématique, parce qu'effectivement, on a le même souci, hein, c'est-à-dire que c'est pas... c'est vraiment très complexe, je pense mais c'est le souci de la pénurie. C'est-à-dire qu'on n'a plus de structure aujourd'hui à ouvrir, on n'a plus la possibilité justement d'accès, hein. C'est plus une problématique, j'ai envie de vous dire, de logement que d'hébergement, en fait, puisque finalement, l'hébergement aujourd'hui, il pallie sur les questions plus nationales de logement et de retard qui a été pris par rapport à cette politique du logement. Félicitations pour votre témoignage, monsieur. Moi je dois dire que je suis accablé, mais ça, c'est pas très original. Mais surtout, moi, ça me met devant mon impuissance. Et j'ai envie de poser une question peut-être trop naïve, mais combien de temps ça va durer et combien de temps on va supporter cela? J'aimerais bien vous entendre là-dessus. À l'exemple suisse, mais pas seulement, j'aurais un regard extrêmement pessimiste sur cela, puisque les conditions sont en train de se durcir. Si vous prenez des exemples, comme en Suisse, de plus en plus, on interdit la mendicité. On fait de même en Autriche, on fait de même en Suède.
On fait de même en Belgique. Vous avez peut-être vu que certaines villes de Belgique ont dit on a le droit de manger le lundi dans tel quartier, le mardi dans tel autre quartier, le mercredi dans le troisième quartier. Et chaque fois, on amende les gens en fonction de ça. En Hongrie, le gouvernement Orban met à l'amende et en prison les gens qui font les poubelles. Je ne suis pas sûr qu'on soit dans une perspective extrêmement optimiste. Les populations se nourrissent de discours xénophobes qui sont portés par toute une série de politiciens, de gauche comme de droite. Et je crois que les propos de votre Premier ministre sur les Roms sont un bon exemple de la manière dont les discours sont partagés entre beaucoup de gens, quelle que soit leur obédience idéologique, sur des populations. Et c'est une des choses qu'on a voulu montrer dans ce petit ouvrage qu'on a fait avec ses collègues, c'est que quel que soit le gouvernement en place, qui est un gouvernement de gauche à Lausanne, dans la ville de Lausanne, les représentations de ce qu'est la pauvreté, les représentations que si on fait quelque chose, il va y avoir des armées de pauvres qui vont venir prendre notre bien-être, et notre bien-être, c'est les abris PC, dont je doute quand même qu'ils fassent rêver beaucoup de migrants à partir des conditions de vie qui sont offertes. Mais c'est ça le discours, et c'est un discours, hélas, extrêmement partagé, et même qui prend en Suisse, en France, ailleurs, beaucoup d'ampleur aujourd'hui. Donc je suis très pessimiste par rapport à ça, sauf à tenir à beaucoup, et de manière systématique, des contre-discours. Le film, ici, est un contre-discours, et il y en a heureusement des autres. Le travail du SAMU social en est un autre. Et je crois que c'est ces contre-discours qui devraient être beaucoup plus nombreux aujourd'hui. Peut-être, c'est pas une grande note d'espoir, mais disons, une partie essentielle de mon travail qui me prend beaucoup de temps, mais avec lequel je le fais vraiment avec cœur, c'est que ce film, mes films, je passe énormément de temps à les présenter dans le cadre de ce qu'on appelle en Suisse des projections scolaires. Je le présente à des écoles, je fais venir des élèves au cinéma, on voit le film est encadré par des dossiers pédagogiques, c'est-à-dire que des élèves qui vont venir voir un film vont, dans le cadre d'un cours, en fonction du temps que va consacrer l'enseignant, mais sensibiliser l'élève à la question de la précarité. La Suisse est un pays aujourd'hui, comme dans le reste de l'Europe, où la classe moyenne s'appauvrit énormément. Un récent rapport affirme que près d'1 million de personnes en Suisse, sur un peu plus de 7 millions d'habitants, vivent dans une situation de précarité, c'est-à-dire ne vit pas dans la rue, mais vit dans une situation proche de la pauvreté. Donc il y a une sensibilisation, et si vous voulez, dans le fond, je crois que, voilà, je n'ai pas en tout cas la prétention dans un film, et c'est vrai que peut-être, et j'en suis désolé, vous êtes peut-être accablés ce soir, mais je ne crois pas non plus que c'est une fatalité. Voilà. Et dans le fond, dans un des dossiers pédagogiques, il y a plusieurs dossiers pédagogiques qui accompagnent ce film dans les écoles, on parle de l'histoire suisse. Voilà. Et c'est assez étonnant de savoir que la Suisse, il y a 150 ans, était un des pays, si ce n'est le pays le plus pauvre d'Europe. Voilà. C'était un pays qui n'avait pas de quoi nourrir tous ses habitants. C'est un pays qui a connu une dizaine paysanne, et dont un habitant sur 5 a dû quitter le pays. Comme beaucoup d'Européens, en 50 ans, de 1850 au début du XXe siècle, 1 million d'Européens quittaient le sol européen pour partir aux États-Unis parce qu'ils rêvaient d'ailleurs, mais surtout il n'y avait pas de quoi nourrir toutes les personnes en Europe. Et pour moi, ce qui est important, c'est aussi de travailler cette notion historique, de dire voilà, tout n'est pas immuable. Et par exemple, quand je vous dis que j'ai une certaine fierté d'être suisse, c'est vrai, hein, je ne sais pas un discours qui est creux, la constitution suisse, qui a été réécrite, une version moderne en 1848, au cœur de ce moment où la Suisse doutait d'elle-même, hein, au cœur où les gens partaient parce qu'il n'y avait pas de quoi nourrir tous ses habitants. La Constitution commence par une phrase que je trouve extrêmement belle et que j'essaie de refaire, de réfléchir sur cette question-là. La Constitution suisse s'ouvre sur la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Voilà. Alors ça peut paraître que des mots, mais c'est quelque chose auquel je crois, parce que pour moi la Constitution est quand même la loi fondamentale d'un pays, c'est un idéal auquel on se raccroche. Aujourd'hui, c'est vrai que dans la bouche des politiques, tout ça semble extrêmement lointain, on va dire peut-être nostalgique et romantique, mais c'est quelque chose auquel je crois fermement. Voilà.
Parce que, et vous voyez dans le film, c'est clair que ceux qui souffrent aujourd'hui, c'est ceux qui viennent d'ailleurs. Mais dans le discours de l'intendant qui va demander à José, mais toi t'es quoi? Et lui dit, mais je suis suisse. Il dit, oui, mais avant d'être suisse, t'étais quoi? Et pour moi, ça résonne terriblement ce que, dans la Seconde Guerre mondiale, on disait, vous n'êtes pas juif, mais vos parents étaient quoi? Donc aussi, la question du film pose, qui est le suivant sur la liste? Voilà, l'abri est un exemple on va dire que c'est un canot de sauvetage au milieu d'un naufrage. En tout cas, la Suisse se sent un peu comme ça, hein, au cœur de l'Europe. Et dans le fond, dans ce canot de sauvetage, il y a ceux qui sont au centre du canot, qui sont bien à l'abri. Il y a ceux qui sont sur les bords. Et ceux qui sont sur les bords, c'est par exemple José, qui est un fils de migrant, qui doit repousser ceux qui essaient de monter dans le canot. Et c'est clair que la Suisse, en 1942, quand elle a décidé de fermer ses frontières aux migrants, mais simplement aux juifs qui fuyaient l'Holocauste, le terme qui a été utilisé, qui résonne encore aujourd'hui, c'est das Boot ist voll en allemand, qui veut dire la barque est pleine. Et c'est ce terme qui a été utilisé pour une justification de fermeture des frontières. Je ne vais pas faire la comparaison avec le vote qui a été fait le 9 février dernier en Suisse, mais il y a cette idée-là aujourd'hui en Suisse de fermer les frontières, de se fermer au reste du monde en se disant nous ne voulons pas perdre nos privilèges, nous voulons rester entre nous. Donc voilà, j'essaie en tout cas à travers mes films, et je ne réponds pas vraiment à votre désespoir, mais j'essaie en tout cas de donner une réflexion à de futurs citoyens, parce que la Suisse est une démocratie directe, parce que je crois que dans le fond, c'est vrai qu'on attend beaucoup des politiques, mais je crois qu'aujourd'hui, la société civile doit prendre aussi mesure et doit aussi, dans le fond, essayer d'enrayer un phénomène qui gagne nos villes, qui gagne nos sociétés, qui dans le fond, met en péril notre vivre ensemble. Je tiens à vous remercier de nous avoir justement invités au niveau du SAMU social de Paris, d'avoir pouvoir partager autour d'un film, puisque souvent les acteurs institutionnels sont plutôt, les professionnels sont de côté, on cloisonne pas mal les différents champs, et je trouve ça très intéressant qu'on ait pu être invités pour débattre, puisque justement, là où je partage parfaitement la même idée, hein, c'est que moi je suis convaincue pour le coup que c'est des petites actions. Nous on ne fait rien d'extraordinaire hein, non plus sur le domaine, hein, on le fait en tout cas avec beaucoup d'humilité, mais c'est de pouvoir sensibiliser, informer, ne pas détourner son regard sur une personne qui est en bas de chez nous, ou qui peut se retrouver à la rue et ou qui va se cacher dans des gares, dans des stations de métro, etc. Je pense que vous les voyez au quotidien. C'est aussi être là pour dire il faut regarder l'autre, parce que ces personnes-là sont pas, même si elles peuvent être sur une bouche de chaleur, qu'elles sentent pas très bon, qu'elles peuvent être alcoolisées, etc. C'est aussi faire tomber ces barrières de l'autre, parce que l'autre, ça peut aussi bien effectivement être l'étranger, mais ça peut aussi être cette personne-là qui a 15 ans de rue, qui est en situation de ne plus avoir de repères, qui est là au même endroit pendant l'année, et que pour le coup, effectivement, on ne s'y intéresse pas, puisqu'elle finit par faire partie du décor. Donc là où moi je reste convaincue hein, qu'il faut continuer à se battre, continuer à dire les choses, continuer à se rencontrer, même si on n'est pas du même secteur, même si on n'a pas forcément les mêmes expériences professionnelles, on a ce besoin, de toute façon collectivement, de pouvoir partager, expliquer, comprendre pourquoi est-ce qu'on ne s'arrête pas, pourquoi est-ce qu'on ne signale pas au 115, qui est un numéro gratuit, hein, pourquoi est-ce que finalement on a réussi en France aussi à instaurer pour le coup un sentiment de peur, hein, la peur de l'autre, mais c'est l'autre sous toutes les formes dans lesquelles il ne nous ressemble pas. Donc ça va effectivement des nouvelles catégories qu'on a inventées, les sans-papiers, mettre les gens dans des cases, etc. Donc il y a vraiment cette peur de la différence. Si vous ne me ressemblez pas, finalement, je ne sais pas si je vais vous dire bonjour. Donc il y a un moment donné où, effectivement, moi je reste convaincue que c'est par le biais de l'échange, de l'information, de connaître les dispositifs, de ne pas avoir peur de dire les choses non plus, puisque finalement, ce qui a été bien fait ces dernières années en France, c'est ce sentiment de peur. Hein, finalement,
Les gens, on ne sait pas pourquoi, voilà, il y a cette peur de s'arrêter, de discuter. Nous, on le voit, si vous voulez, dans la dimension qu'on a, qui est celle du signalement, c'est-à-dire que n'importe quelle personne peut appeler le 115 et signaler. On voit bien que souvent, quand on pose la question de mais est-ce que vous êtes allé demander à la personne ce qu'elle veut? Puisque finalement, elle peut peut-être être là toute la nuit, rester jusqu'au lendemain, on voit bien la réticence. Ah mais non, mais je peux pas y aller, enfin on a des réponses diverses et variées, vraiment sur cette peur d'approcher la personne à la rue. Tout comme on va avoir des situations qui sont vraiment, qui renvoient à la peur. On a des phénomènes nouveaux ces dernières années de pétitions. Enfin, je dis pétitions, en tout cas de courriers qui sont faits auprès des élus locaux pour dénoncer les personnes, enfin c'est vraiment de la dénonciation, quoi, avec des termes très durs. Vous parliez de stratégie 2, à Paris on a sur certains arrondissements tout ce qui est mobilier urbain, ce qu'on appelle le mobilier urbain qui a été modifié, ou parce qu'on sait que monsieur Antel était là depuis des années, finalement tiens d'un seul coup on a devant des portes d'entrée vraiment soit des barrières carrément, ou on l'a vu, alors je ne sais plus quelle ville, Angoulême, où on avait carrément des cages, alors là c'était assez extraordinaire. Donc moi je crois au contraire que, je crois vraiment dans les petits pas qu'on peut faire sur les uns et les autres au quotidien. Sur notre regard, la façon dont on approche, la façon de se parler, de ne pas passer indifféremment à côté de quelqu'un qui a l'air mal. L'année dernière, c'était 450 personnes qui sont mortes à la rue. De dire, voilà, il faut... le premier pas, c'est déjà se battre contre l'indifférence et le laisser faire, et aussi ce côté, ça ne me concerne pas. Vous, le SAMU social, c'est un organisme d'État? C'est l'État, la ville et le département qui financent. Donc avec une partie, en fait, alors moi, ce que je gère, c'est le 115, c'est aussi des maraudes qui interviennent la nuit. Pour le coup, et un nouveau dispositif, mais bon, on n'en parlera pas là parce qu'il est très récent, qui est le service d'intégration, d'information et d'orientation, qui est le SIAO, qui sont des nouveaux dispositifs mis en place, et pour le coup, voilà, c'est un peu complexe, donc, mais en tout cas, sur le financement du SAMU, on est un groupement d'intérêt public. Donc parallèlement, il y a des associations? Alors, il y a des associations, on travaille avec tout le monde, c'est-à-dire que pour le coup, de par notre activité et le côté justement centralisé un peu de l'offre, du coup, on travaille vraiment avec toutes les associations partenaires qui participent. Alors, on a des conventions avec les associations, les autres associations, que ce soit la Croix-Rouge qui intervient avec nous, Emmaüs, enfin on travaille avec toutes les structures et vraiment toutes les assos, y compris les associations bénévoles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas là-dessus on va dire, on travaille avec un tel et pas un autre. Nous on est là et on répond à une demande. À partir de ce moment-là, quelle que soit l'origine de la demande, on y répond, que ce soit par oui ou par non, mais en tout cas, il y a une réponse. Il y a eu des évolutions, pour le coup, sur ces questions-là, sur le travailler ensemble et justement essayer d'articuler, d'organiser au mieux. Oui, il y a eu une évolution, je veux dire, on est quand même, on décloisonne petit à petit, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, et c'est souvent autour de situations particulières. Bien évidemment et heureusement, encore une fois, que les gens de terrain travaillent ensemble. Ça, c'est sûr que les questions politiques ne vont pas concerner les gens de terrain. Finalement, les gens de terrain, la question, c'est qu'est-ce que je peux faire pour telle personne. Le politique est bien loin de l'intervention qu'on a au quotidien, puisque au quotidien, c'est vraiment de gérer les situations au mieux, d'essayer d'informer au mieux, puisqu'il y a quand même ce gros volet d'information, d'orienter au mieux et de partager aussi autour des situations. Donc la question des acteurs on va dire sur Paris, où il y en a beaucoup, là où il y a eu une évolution très significative, c'est que pendant des années et des années, on pouvait se retrouver sur le même signalement en étant une maraude de la Croix-Rouge, des Restos du Cœur, du SAMU social, sur une situation, on se rencontrait au même moment. Alors ça, c'est un des points qui a évolué, qui est encore une fois à améliorer, mais on essaye vraiment de coordonner, d'articuler nos actions pour que la même personne ne soit pas réveillée 4-5 fois dans la nuit par une maraude pour donner 2 cafés, 3 cafés
Et voilà, donc l'idée c'est de faire mieux. Après, c'est aussi là-dessus qu'on arrive à trouver des améliorations, mais toujours sur le terrain. C'est-à-dire que oui, il y a la question politique, puisqu'elle est là, elle est présente, et elle nous gouverne aussi dans nos actions, mais on va avoir le sens, on va le trouver dans ce qu'on partage avec les autres associations autour d'une intervention. Et c'est ce qui permet, en tout cas sur du quotidien et de l'opérationnel, de trouver un sens justement dans un dispositif politique qui est plus global, qu'on n'a pas forcément envie de comprendre non plus, au bout d'un moment, où on va plutôt chercher à améliorer l'intervention de terrain.